La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric d'Au-delà du Miroir et nous parlerons des ovnis et des Made in Black. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Frédéric, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, puis c'est moi qui vous remercie de votre invitation, encore une fois, comme d'habitude, c'est un grand plaisir et puis une immense joie de participer à votre émission. Alors nous allons parler des ovnis et des Made in Black. Commençons par les ovnis. Depuis quand datent les premières observations d'ovnis ? Alors donc le phénomène ovni, ce qu'on appelle les objets volants non identifiés, peut être de différents ordres, et il date, pour ma part, encore une fois, c'est mon avis personnel, de très très longtemps, depuis je dirais que l'homme est homme. Même si on voit une tendance d'augmentation du fait que les témoignages sont rapportés de façon beaucoup plus fréquente et beaucoup plus récurrente, depuis les années 40 et les années 60 à peu près. Quand on s'intéresse à l'histoire et quand on plonge dans le phénomène OVNI, on se rend compte qu'il y a eu énormément de témoignages de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés à travers le temps, à travers nos ancêtres, comme on en a eu dans des peintures préhistoriques qui ont été représentées par les hommes préhistoriques. Je pense que le phénomène OVNI a suivi véritablement les hommes depuis qu'on a eu la possibilité de marquer, alors sous forme de dessin, et puis par la suite sous forme d'écriture, sous forme de texte, ces apparitions furtives que les hommes n'ont pas compris et qu'ils ont essayé d'écrire une fois autant que possible avec le langage à eux. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'utilisait pas le terme ovni comme on l'utilise aujourd'hui. On utilisait des boucliers volants ou des lumières volantes ou un double soleil ou une lune en pleine nuit. C'était utilisé avec le langage de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a du langage technique beaucoup plus poussé qui nous permet d'identifier certains phénomènes et qui permettent de mettre des noms sur ces phénomènes-là, ce que n'avaient pas les hommes de l'époque. Donc le phénomène OVNI est très très vieux. Alors on peut se poser la question, que venait-il faire à cette époque de préhistoire finalement ? Qu'est-ce qu'il venait faire sur la planète Terre ? Ça, encore une fois, tout dépend comment on classifie le phénomène OVNI, parce qu'il y a différentes classes du phénomène OVNI. On a les personnes qui sont croyantes dur comme fer que les OVNIs sont des extraterrestres, d'autres qui pourraient en grosse partie venir de ce qu'on appelle la Terre creuse. On avait fait une émission récemment là-dessus, ouais, tout à fait. Et qui sont donc des vaisseaux. En tout cas, si on les affilie sous forme de tôles et de boulons, des vaisseaux qui proviendraient de la Terre creuse, d'autres qui expliquent que c'est simplement des phénomènes non identifiés et non expliqués. Donc il y a plusieurs écoles là-dessus, mais si on considère le lien avec les êtres ou les entités extraterrestres, encore une fois, il y a d'autres écoles qui se divisent là-dessus. Certaines pensent que ce phénomène-là, enfin en tout cas la venue, le contact avec les extraterrestres a toujours eu lieu à travers les âges et à travers le temps avec les hommes. Certains pensent qu'ils sont venus puis qu'ils sont partis, ils sont jamais revenus. D'autres pensent qu'ils nous ont créés complètement. Et puis d'autres pensent aussi que les contacts ont été réguliers à travers les âges, à travers le temps et qu'ils continuent encore aujourd'hui. Alors il y a un organisme qui s'appelle le GEPAN justement qui s'occupe de recenser tous ces phénomènes et de recueillir les témoignages aussi. Exactement, c'est le groupement, la structure en France officielle, c'est un institut officiel qui s'occupe de ça. On est le seul à en avoir un, il me semble, au monde, reconnu officiellement, je m'entends bien, parce qu'officieusement il doit y avoir beaucoup de choses, mais le GEPAN est un organisme qui est attaché à l'État et qui est financé par des fonds publics, donc l'argent du contribuable. Et donc cet institut s'occupe de répertorier l'ensemble des phénomènes que les gens peuvent relater. Alors les gens de tous bords, ça peut être des témoins, des particuliers, ça peut être des groupes de personnes, ça peut être des professionnels, ça peut être la gendarmerie ou l'armée ou autre, qui va faire remonter ça et qui vont s'occuper d'enquêter par la suite et de devoir, en tout cas essayer d'amener des réponses plus structurées, scientifiques, développées sur ce phénomène-là. Et donc ils travaillent en lien étroit avec la gendarmerie et l'armée, bien sûr. Quels sont les moyens qu'ont le GEPAN ? Alors, le GEPAN a un périmètre assez large. En revanche, au niveau des moyens financiers, budgétaires, là, c'est quand même relativement limité parce qu'il me semble qu'ils sont 4 personnes au GEPAN. Donc, c'est quand même pas énorme pour le nombre de témoignages qu'ils doivent gérer. Ça en fait beaucoup. Derrière, les fonds publics, alors je ne sais pas exactement à quelle hauteur ils sont subventionnés, mais ça ne doit pas non plus aller chercher très très loin. Il y a quelques années, ils avaient eu un audit sous
souvent, les comptes publics sont audités pour vérifier où passe l'argent. Et je sais qu'ils étaient passés pas très loin de la fermeture. Parce que peut-être que le gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu de continuer d'investir là-dedans. Peut-être qu'en fonction des gouvernements qui se succèdent et des partis politiques, certains veulent mettre l'argent ailleurs. Donc je pense qu'ils n'ont pas non plus des mille et des cents. Ils doivent faire un petit peu avec ce qu'ils ont, même si je pense qu'ils sont quand même beaucoup épaulés par des personnes professionnelles dans les milieux aéronautiques ou astronomiques ou autres, qui pourraient aider à comprendre ces phénomènes-là. Il n'en reste pas moins qu'ils leur champ, leur possibilité plutôt d'action reste limitée. Alors c'est un peu paradoxal parce que on dit que les gouvernements sont au courant du phénomène OVNI, que les gouvernements sont infiltrés par les extraterrestres. Comment se fait-il ? Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est une autre école. C'est une école qui considère que les ovnis et les extraterrestres sont sur la planète depuis très longtemps. Et pour certaines civilisations, certaines races collaborent avec certains gouvernements, comme c'est le cas aux États-Unis. Comme il y a eu l'histoire, le fameux crash de Roswell, on en a beaucoup parlé. Et depuis, il y a eu des échanges. Et il continue à y avoir des échanges avec des bases souterraines qui existent, où il y a des travaux qui sont menés avec certaines entités extraterrestres, qu'on appelle couramment les petits gris. C'est ceux qu'on connaît le plus et qu'on voit le plus souvent. Ceux qui sont aussi très souvent relatés dans le phénomène d'abduction. Donc les phénomènes d'abduction, c'est les enlèvements de personnes comme nous, particuliers, qui ont eu affaire à des réveils en pleine nuit ou qui ont été tirés de leur sommeil pour avoir des expériences malencontreuses, je dirais, parce que souvent c'est très malencontreux avec les extraterrestres. Et donc effectivement, il y a ce côté-là, mais aujourd'hui, officiellement, il n'y a pas de vie extraterrestre et il n'y a pas, je dirais, d'interaction directe avec le gouvernement et des travaux dissimulés avec des extraterrestres. Mais je pense que plus loin que ça, reconnaître le phénomène OVNI de la part des gouvernements, quels qu'ils soient, que ce soit français ou que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, engendrer beaucoup de conséquences. Et ces conséquences-là, aujourd'hui, les gouvernements ne sont pas prêts à les assumer. Cela voudrait dire que le phénomène OVNI a été décrié et des gens sont passés complètement à la moulinette parce qu'ils tenaient dur comme fer leur position dessus et donc ils ont été balayés comme ça du jour au lendemain pour rien. Cela voudrait dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, on se demande pourquoi. Derrière, quelles sont les conséquences pour les religions, pour la société, pour l'équilibre de la société, quelles sont les interactions qu'il y a entre les extraterrestres, les gouvernements. Enfin, tout cet enchaînement de questions, l'effet boule de neige, comme je l'appelle, poserait de grosses questions. Et encore une fois, je pense que les gouvernements ne sont pas prêts à ça. Est-ce qu'ils sont tiraillés par le phénomène OVNI pour certains ? Est-ce que certains sont un peu prisonniers des discussions et en tout cas des travaux qui mènent avec certaines races extraterrestres ? C'est toutes des questions qui restent en suspens. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de réponse factuels, véritables dessus. Alors il y aurait des observations en France, en Angleterre, en Belgique, en Afrique du Sud quand même. Il paraît qu'en Afrique du Sud, c'est assez courant. Oui, les observations d'OVNI courent à travers le monde de façon générale. Il n'y a pas d'endroits où on n'a quasiment pas vu d'OVNI. Je crois que c'est un peu de partout. On a vu des phénomènes de ce type-là. En revanche, on sait qu'il y a des zones sur lesquelles on en voit beaucoup plus fréquemment que d'autres. C'est notamment le cas des zones où on a des sites nucléaires ou des zones de stockage de missiles nucléaires, où là on en voit fréquemment, et d'autres apparemment proches de montagnes où on aurait des bases de l'armée pas très loin. Donc c'est là encore une fois où on parle un instant qu'il y aurait une possibilité de travaux, ou en tout cas d'échanges entre certains gouvernements et certaines entités extraterrestres. En tout cas, si encore une fois on met le phénomène OVNI sur le compte des extraterrestres, bien sûr. Alors il y a des bruits qui courent que justement les extraterrestres essayent de nous protéger. C'est pour ça qu'on les retrouve toujours à côté des centrales nucléaires. Fantasme ou réalité ? En tout cas, ce qui est sûr, encore une fois, ça fait partie un petit peu des écoles, de ceux qui défendent différentes théories là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que on a affaire, le phénomène OVNI est une réalité véritable. On a affaire à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas du tout, qui est complètement indépendant de notre volonté, et on a des interactions avec les sites nucléaires qui sont avérées et avancées. Alors je m'explique, c'est-à-dire que récemment, on a le docteur Gir, qui lui fait partie du CETI, c'est un ancien du CETI, le professeur Gir, qui lui s'occupait du CETI aux États-Unis, qui est un organisme qui est censé essayer de rentrer en contact officiel avec les extraterrestres dans l'univers, en envoyant des signaux. On retrouve un petit peu ce qui est expliqué dans le film Contact avec Jodie Foster, je ne sais pas si ça parlera, oui, si. Qui est un super film d'ailleurs, vraiment très très intéressant. Et donc ce professeur-là, quand il a fini les travaux qu'il avait à faire avec le CETI, a commencé à vouloir dénoncer un petit peu ce que les gouvernements savaient sur les extraterrestres, et un ensemble de données qu'on ne met pas à la disposition du public, comme beaucoup de témoignages de professionnels, de militaires à la retraite, qui commencent à parler de pilotes de chasse ou d'astronautes ou d'astronomes qui expliquent qu'ils ont eu affaire à des phénomènes OVNI complètement identifiés et qu'ils ne sont pas forcément ou simplement des lumières thaïlandaises
néo-zélandaises qui se promènent dans l'air, quoi. Là, on a véritablement à faire quelque chose de complètement incroyable avec des accélérations fulgurantes, des virages à 90 degrés en l'espace d'une fraction de seconde, où ils sont capables de suivre des avions de chasse et s'amuser un petit peu avec les avions de chasse, c'est-à-dire à faire des mouvements oscillatoires à la verticale ou à l'horizontale à plus de Mach 2 ou à des vitesses complètement fulgurantes qu'aucun appareil de conception humaine, en tout cas officiel, ne serait capable de faire. Et donc, sur les sites nucléaires, on a beaucoup de témoignages de militaires. Donc, c'est véritablement des gens où on peut avoir, je dirais, confiance en leurs témoignages. C'est des gens de renom et qui ne voient pas pourquoi ils iraient inventer de telles histoires. Et surtout qu'ils attendent la retraite pour pouvoir parler, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être peur pour leur carrière de parler de ça, comme je pense beaucoup de pilotes de chasse malheureusement ne peuvent pas faire. Ils expliquent qu'ils ont eu affaire à des phénomènes ovnis où il y a des soirs, ou même des fois en pleine journée, où ils ont vu des boules lumineuses apparaître, qui sont venues osciller aux alentours des sites nucléaires où il y avait des missiles, et que d'un coup, boum, tout l'ensemble des structures électriques avaient lâché, et les têtes nucléaires des missiles avaient été désarmées. Ça, c'est très fréquent. On retrouve ces phénomènes-là de façon très fréquente au niveau des sites nucléaires. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une interaction avec le nucléaire, ou en tout cas, je pense que certains ovnis surveillent de façon accrue et très précisément ce que font les humains avec le nucléaire. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, vous savez, à l'instant, Alain, je vous disais que beaucoup de témoignages remontent aux années 40 et aux années 60. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 et les années 60 ? Eh bien, c'est là où on a eu les premiers essais de la bombe nucléaire. C'est vrai. Et quand les premiers essais de la bombe nucléaire ont été faits, par la suite, le phénomène OVNI a explosé, complètement explosé. On a eu le crash de Roswell, qui a été fait en 1947. On a eu d'autres crashs de type Roswell, comme on appelle, parce que dans le jargon ufologique, c'est un des crashs les plus connus. Il y en a eu d'autres quand même, il y en a eu d'autres de ce même type. Oui, bien sûr, il y en a eu d'autres. Il y en a eu un au Mexique qu'on appelle l'affaire Virginia, où là c'est ce qu'on appelle le Roswell mexicain. Il s'est passé exactement la même chose, sauf que ça allait encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a eu des entités qui sont sorties de la soucoupe, ce qu'on appelle une soucoupe volante, de façon classique, et qui ont eu interaction avec la population locale. C'est-à-dire que des gens ont vu des sortes de petits êtres, comme des petits gris, mais qui ressemblaient pas tout à fait aux petits gris, donc avec une couleur de peau un peu différente, avec une protubérance au niveau du front, des éléments qui diffèrent quelque peu de ce que les personnes qui ont eu affaire à des rencontres de troisième type, donc une expression directe avec certaines entités extraterrestres, arrivent à relater, où là on a affaire à des civilisations un petit peu différentes. Quoi qu'il en soit, il y a eu un crash, il y a eu des interactions, il y a même eu un des extraterrestres qui a été amené à l'hôpital local parce qu'il était blessé, donc il a été amené par des policiers, ça allait très très loin. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps par un chirurgien qui lui s'occupe d'enlever les implants. Alors ça c'est aussi une autre histoire, les histoires des implants et des abductés, et qui lui a écrit un livre pour expliquer qu'il y a véritablement des implants qui sont mis sur les êtres humains, et qui lui a participé à des opérations chirurgicales pour récupérer ces implants, et qui explique que quand il est revenu enquêter sur l'affaire de Virginia au Mexique, plus personne n'en parlait, quoi. Il a clairement compris, alors on lui a pas dit, mais lui a clairement compris que les gens, on avait fait comprendre aux gens de ne plus en parler. Vous voyez, qu'il fallait pas du tout en parler, ça posait de gros problèmes, quoi. Est-ce qu'on a récupéré le matériel ? Cet extraterrestre, qu'est-ce qu'il est devenu ? Si on l'a emmené à l'hôpital, on l'a soigné, qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh ben, tout a disparu. Vous voyez, c'est exactement comme l'histoire de Roswell. L'histoire de Roswell, le cover-up qui a été mis sur l'histoire de Roswell est un autre exemple du phénomène OVNI quand il y a des crashs qui se passent. On parlera des Men in Black tout à l'heure. Oui. Que je pense certains services secrets qui s'occupent uniquement de ça, de récupérer des crashs d'OVNI, ce qu'on appelle un petit peu les services noirs, soit des États-Unis ou d'autres pays, qui sont formés pour ça, et qui sont surtout formés pour faire le ménage et le nettoyage derrière, pour que personne n'en parle et pour que ça ne passe pas aux médias locaux. Et pire encore de cas devant le public et à la télévision. L'histoire de Roswell, c'est allé très loin, parce qu'il y a eu ce crash en 1947. À l'époque, quelques années après, on en a énormément parlé. Il y a eu des témoignages, encore une fois, de personnes véritables. Je ne vois pas pourquoi des gens de 40, 50 ans avec une famille qui n'ont jamais vu ça vont se mettre à raconter des histoires, de trouver des débris au sol qui ont l'air très étranges, qu'on froisse avec la main et quand on repose, ils se remettent à plat. Donc des matériaux qui ne seraient pas humains, en tout cas, de technologies inconnues, vont raconter ces trucs-là pour, je sais pas, vendre quoi. Vous voyez, ils vont plus se faire prendre pour des imbéciles plutôt que se faire prendre pour des gens honnêtes. Donc, à mon avis, ils ont véritablement eu affaire à ces phénomènes-là. Mais derrière, il y a du nettoyage, on enlève tout ça, il faut surtout pas en parler, il faut le cacher, et après il y a des déclarations publiques qui sont faites. On expliquait par exemple dans le cas de Roswell que c'était des ballons sondes. Oui, des sondes météorologiques qui se sont échouées et qui se sont crashées, et
pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu comme ça qu'on a traité les gens. Les abrutis qui ont vu ces phénomènes-là ont confondu des matériaux durs avec des débris des sondes météorologiques. Vous voyez, donc il y a eu un nettoyage complet. Bien sûr, il y a un nettoyage complet. Il ne faut pas parler de ce phénomène-là. Les extraterrestres n'existent pas. Et quand il y a des crashs inopinés, on fait en sorte de bien cacher ce phénomène. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Frédéric d'Au-delà du Miroir, et nous parlons des ovnis et des Made in Black. Alors justement, des pilotes de ligne ont été confrontés à des vols d'ovnis qui se déplaçaient à des vitesses vertigineuses quand même. Ah oui, il y a des témoignages très intéressants de la part de pilotes de chasse ou de pilotes de particuliers qui font des vols classiques avec des petits avions, qui ont vu des phénomènes complètement incroyables. Alors il y a différents types d'ovnis. Aujourd'hui on arrive à les classer. Comme on classe les rencontres avec les différents types, soit des observations furtives, soit des observations rapprochées, ou encore des contacts directs avec les entités qui résident à l'intérieur de ces ovnis-là. Donc il y a des classifications qui sont faites, et il y a des classifications aussi pour les types d'ovnis qui apparaissent. On a fréquemment ce qu'on appelle la soucoupe volante, donc c'est l'ovni en forme de disque, qui brille, et encore une fois on a des éléments qu'on retrouve sur la plupart des témoignages, avec des bruits de sifflement très accrus, avec des lumières très importantes, et puis avec une apparition et une disparition instantanée. Où là, on le voit, et la seconde d'après, poum, il disparaît, on le voit plus du tout, quoi. Des fois, on voit des accélérations fulgurantes, c'est-à-dire que ça a été relevé sur des radars de l'armée, où le pilote de chasse dit j'ai ça en visuel à tel endroit sur mon radar, est-ce que vous confirmez? La base de contrôle confirme, et le temps qu'ils finissent la phrase, il n'y a plus rien, tout a disparu et tout n'existe plus, quoi. Où ils ont vu des accélérations de passer par exemple de quasiment 0 km/h à Mach 4 ou Mach 5 en l'espace de 2-3 secondes, quoi. C'est comme quelque chose de complètement incroyable, complètement aberrant. Oui, puis ces gens-là ont parlé, donc ils auraient pu mettre leur crédibilité, leur boulot en question. Finalement, ils n'ont pas hésité quand même à révéler. C'est dur de parler pour un pilote de chasse, un pilote de ligne qu'il a vu un ovni. Ah bah bien sûr, mais ils le révèlent généralement quand soit ils ont fini leur carrière, parce que vous savez, les pilotes de chasse finissent leur carrière assez tôt. En tout cas, ils ne peuvent plus trop conduire au bout d'un certain âge. Parce que au niveau des yeux, au niveau de la motricité, de la réaction, des réflexes et compagnie, c'est plus possible. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que ces gens-là parlent, mais quelques années après. C'est-à-dire que quand ils sont en plein de leur activité, ils se taisent, ils n'en parlent pas. Ils en parlent à leur hiérarchie, parce qu'ils ont des rapports à faire, et donc ils disent, moi j'ai vu ça, de toute façon les appareils les ont enregistrés, donc je vais pas mentir, voilà ce qui s'est passé. Mais par contre, derrière, en public, ils n'en parlent pas du tout. Vous voyez, c'est très très rare. Et donc le docteur Gir, dont on parlait tout à l'heure, lui a réussi à faire parler beaucoup de militaires à la retraite, des anciens professionnels dans leur domaine, qui expliquent ce qu'ils ont vu, et c'est véritablement incroyable. On peut trouver cette vidéo facilement sur Internet, sur YouTube. Elle est sous-titrée en français. Je crois que ça dure 1h30 ou 2 heures, la conférence. Quand même. Où en fait, on a des militaires qui se succèdent sur le strapontin et qui vont expliquer ce qu'ils ont vu. Véritablement, ça vaut le détour parce que c'est complètement subjugant. Alors, il y a des lieux, par exemple, en France, où il y a des probabilités d'observer des ovnis. Par exemple, je pense au col de Vence, à Morlaix en Bretagne. Oui. Alors, à Morlaix en Bretagne, d'ailleurs, il paraît-il qu'on aurait observé des petits personnages autour des ovnis, des soucoupes. Oui, c'est fort possible. Il y a des lieux de prédilection où on en voit plus que d'autres endroits. Moi, je sais que donc je vais profiter de l'occasion pour faire un petit peu de publicité. Je pense que pour informer les auditeurs s'ils sont intéressés que avec l'association Les Repas Ufologiques Français, je réouvre les repas ufologiques sur Grenoble. Donc là, c'est des repas qui vont se faire à peu près une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, où les passionnés d'ufologie se regroupent autour d'une table pour discuter. On fait venir des conférenciers, on fait venir des gens qui ont écrit des livres dessus, des auteurs, pareil aussi des anciens militaires à la retraite qui vont expliquer ce qui se passe, qui vont dire certaines choses que les gouvernements savent mais veulent pas dire, pour pouvoir partager avec tous ceux qui sont intéressés par ça. Effectivement, moi par exemple, je sais que du côté de Grenoble, pas très loin de chez nous, au niveau du plateau Mathésin notamment, il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis, on en voit fréquemment. C'est un cas qui est remonté de façon assez régulière, quoi. Il y a des gens qui viennent observer régulièrement ?
Ah oui, il y a des passionnés complètement. Il y a des gens qui se mettent avec des caméras ou avec des appareils photo, avec des filtres de diffraction pour enlever certains parasites ou certains faux phénomènes ovni, entre guillemets, pour essayer de prendre des clichés, des photos, et puis des fois ils arrivent à le faire, puis des fois ils n'y arrivent pas du tout. Le phénomène ovni est un petit peu intempestif, je dirais, c'est-à-dire que des fois on peut y passer 4 mois à un lieu, on n'en verra pas, et puis des fois vous allez vous promener, vous qui n'êtes pas du tout ufologue, du tout, ça vous intéresse pas, vous allez tomber en plein dedans, quoi. Va vous arriver une chose complètement incroyable, quoi. C'est assez aléatoire. Même si on sait, on a des zones qui s'y prêtent un peu plus que d'autres, quoi. On dit qu'à certains moments, on voit des flottes d'ovnis. Bien sûr. Ah oui, il y a des flottes comme ça qui ont été vues. Alors il y a eu à différents passages dans l'histoire de l'humanité des choses complètement incroyables qui sont arrivées. Il y a eu l'histoire qu'on appelle la bataille de Los Angeles qui s'est passée, je crois, alors de mémoire, il me semble que c'était en 1900, je crois que c'était le 4 juillet 1952. Là, on a eu affaire à un balai aérien d'OVNI. Oui, c'est ça, parce que c'est le jour de l'indépendance, donc d'autant plus important aux États-Unis. C'est notre 14 juillet à nous. Au-dessus de Washington D.C., qui est la capitale des États-Unis. Là, il y a eu des flottes d'OVNI où ils les ont carrément attaqués au canon, ils les ont braqués avec des projecteurs. Ça a fait une histoire complètement incroyable. Il y a eu comme ça des éléments à travers l'histoire qui se sont passés, ou un peu plus vieux si on remonte un petit peu dans le temps. Je crois que c'était dans les années en 1800 quelque chose. Où là, pareil, je crois qu'il me semble que c'était entre Vence ou dans le sud de la France, plus précisément vers, je crois que c'était entre l'Italie et le sud de la France, où pareil, il y a eu affaire à des flottes d'ovnis qui se sont produites, où les gens ont tellement été apeurés que je crois il me semble qu'ils ont de mémoire, je crois qu'ils ont tiré 800 coups de canon pour essayer d'éloigner ces phénomènes incongrus, inexpliqués. Donc ça, c'était en 1800, quelque chose. Donc vous voyez, comme quoi c'est pas nouveau, et puis ça date de beaucoup plus vieux que ça. Oui, mais quelque part, tout ça, ça fait du barouf. Alors comment se fait-il que les autorités, tout ça, on se pose pas des questions, on n'essaye pas de... C'est pas quelque chose d'anodin, quelque part. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à percer le mystère ? Parce qu'encore une fois, on n'a peut-être pas envie de le percer. C'est un peu comme tout, c'est un peu comme ce que j'appelle l'archéologie interdite. Où là, on a eu affaire aussi à des éléments complètement incroyables, mais la position de la science officielle là-dessus se tait complètement parce que ça pose de gros problèmes. Ça remet en cause l'histoire, ça remet en cause nos fondements, ça bouleverse beaucoup de choses. Donc derrière, effectivement, c'est pour ça que derrière ça prend de l'ampleur. On peut se poser des questions et on peut aller jusqu'à la conspiration. On peut aller à beaucoup d'éléments qui sont en lien avec ça, parce que on n'a pas envie de donner une réponse, on n'a pas envie de s'intéresser à ça. Ou peut-être que d'autres s'y intéressent de façon beaucoup plus accrue, ce que je pense qui est le cas au niveau de certains gouvernements et de sous-filiales de gouvernements qui travaillent là-dedans. Mais en tout cas, c'est silence radio et on les garde pour nous, surtout. Mais on ne pourra pas le cacher éternellement. Non, un jour ou l'autre, ça sortira au bout du jour. De toute façon, c'est sûr, c'est une évidence. Puis aujourd'hui, de plus en plus, avec la multiplication des technologies type caméscope numérique ou smartphone équipé quand même avec des objectifs assez performants. Bon, on n'est pas non plus de l'ordre d'une caméra haute définition, mais on arrive à avoir des prises de photos et des prises d'images qui sont relativement intéressantes. Et aujourd'hui, avec l'Internet, les réseaux sociaux, ça va à une vitesse de diffusion très rapide. Donc de plus en plus, les gens arrivent à photographier des événements d'OVNI, même si encore une fois, il faut faire très attention à ce qui circule sur Internet, parce qu'il y a aussi beaucoup de canulars. Et de montage. Il y a aussi beaucoup de véritables images. Dans certains récits, certains témoignages, on s'aperçoit que les OVNI sont vus simultanément à plusieurs endroits à la fois par différents groupes de personnes. Bien sûr. C'est vraiment très large. On a vraiment des témoignages de tous bords, de différents phénomènes. On voit, alors souvent on parlait un petit peu des différentes formes d'ovnis. On a la soucoupe volante. On a aussi vu des ovnis qui changent de forme. Je pense à des vidéos qui ont été prises par un garde-côte aux États-Unis. Il a filmé des vidéos à peu près à 2-3 heures du matin, toutes les nuits, où on voyait il y avait des essais d'ovnis. Alors je pense aussi qu'il y a certains gouvernements qui s'attellent à essayer des ovnis. Alors encore une fois, on parlait tout à l'heure de certains échanges qu'on puisse faire avec des entités extraterrestres. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme d'échange de bons procédés, d'échange de technologies, avec en contrepartie de pouvoir faire des abductions? C'est ce qu'on dit souvent dans ce phénomène-là, et que certains gouvernements, certaines armées possèdent des technologies de type extraterrestre et font des essais en pleine nuit à l'écart de tout le monde pour pas que les gens voient. C'est un peu toutes ces questions qui restent en suspens aujourd'hui, où on a des éléments, mais officiellement, effectivement, on n'a rien. Ça c'est une évidence. Est-ce que l'on a des témoignages d'atterrissage d'OVNI ? Ah oui, bien sûr. On a énormément de témoignages d'atterrissage d'OVNI, de rencontres qu'on appelle de rencontres de troisième type, et
même de quatrième type, c'est-à-dire avec échange avec la personne est rentrée dans les vaisseaux, s'est promenée dans l'espace. Comme ça, de mémoire, on a eu beaucoup, suite à l'histoire qui s'est passée, que j'ai racontée tout à l'heure, sur Washington, le 4 juillet 1952, on a eu ce qu'on appelle la venue des Vénusiens, donc des extraterrestres qui se disaient venir de Vénus et qui avaient rencontré différentes personnes. Donc on a le cas en 1952, dans la même année, de George Adamski, qui est très connu dans le milieu, qui lui aurait eu affaire à un certain personnage qui s'appelle Horton, qui était un voyageur de l'espace et qui l'a amené dans son vaisseau, lui a montré des choses à l'extérieur dans la Voie lactée, dans le cosmos, lui a fait visiter une partie de sa planète, l'a ramené derrière sur Terre. On a eu beaucoup d'interventions de ce type-là. On a eu aussi une personne qui s'appelait Omnek Onek, qui elle a assisté à un congrès OVNI international qui se déroulait en 91, je crois, en Arizona, et qui se disait être une vénusienne et qui venait expliquer un petit peu ce qu'ils étaient venus faire. Et donc les Vénusiens nous expliquaient que ils étaient venus proposer leurs aides au gouvernement des États-Unis et à d'autres gouvernements pour que les humains puissent, entre guillemets, travailler, ou en tout cas connaître les Vénusiens et d'autres êtres et d'autres civilisations, mais qu'en échange de ça, il fallait que absolument les êtres humains travaillent plus sur la spiritualité, ils laissent tomber un petit peu tout ce qui tournait aux alentours du nucléaire et des armes de destruction massive. Ouais, tout à fait. C'était le message qu'ont adressé les Vénusiens au président des États-Unis. À l'époque, il me semble que c'était Eisenhower, qui apparemment, il y aurait un des Vénusiens qui l'aurait rencontré et qui lui expliquait ça. Mais malheureusement, ça n'a pas donné suite parce que les gouvernements qu'ils ont rencontrés n'étaient pas intéressés par ça, quoi. On retrouve toujours l'histoire du nucléaire. On retrouve toujours l'histoire du nucléaire. Mais il y a beaucoup de phénomènes ovni qui sont en lien avec le nucléaire, véritablement. C'est vraiment quelque chose qui est très surveillé par certains. Encore une fois, je dis ovni, pour pas dire extraterrestre ou autre. Mais en tout cas, on a ces phénomènes-là de façon récurrente. C'est témoigné parce qu'il y avait véritablement des gens de renom qui expliquent qu'il y a eu des interventions de type ovni autour des sites nucléaires, donc que ce soit des centrales nucléaires ou des zones de stockage de missiles nucléaires. Ça, c'est très très fréquent. Alors nous avons fait une émission avec Monique Mathieu récemment sur le channeling, et channeling elle-même, qui a des contacts avec d'autres dimensions, qui nous expliquait qu'au Mexique et dans d'autres pays, les passages d'OVNI étaient courants et que la population et les médias trouvaient ça tout à fait normal. Oui, il y a dans différents pays, effectivement, ils sont tellement habitués à voir ça que, on va dire, ça les choque pas plus que ça. Ils sont pas plus interlocutés que ça, mais dans le milieu ufologique, pour nous, c'est du classique, quoi. Les ovnis, c'est quelque chose, comme je disais, qui est avéré, qui existe, mais c'est pas quelque chose que vous allez voir au journal de TF1. Voilà. De temps en temps, vous le verrez dans certains journaux locaux, on en parlera, parce que, encore une fois, on a affaire à un père de famille qui a 50 ans et qui a autre chose à faire que raconter des histoires sur les ovnis. Donc c'est qu'il a vraiment, véritablement eu affaire à un phénomène ovni, identifié, répertorié, et pas une lumière thaïlandaise. C'est des choses on ne le sait pas parce qu'on n'en parle pas. Encore une fois, c'est la même chose. Il suffirait d'en parler plus largement et de façon plus publique pour rendre le phénomène beaucoup plus connu et encore une fois beaucoup moins décrié. Parce que le phénomène OVNI a tellement été décrié que je pense que beaucoup de gens s'abstiennent d'en parler. Et je me rappelle d'un témoignage comme ça où les gendarmes étaient venus sur place pour enquêter un petit peu suite à un appel d'un témoin et de plusieurs témoins de groupes de personnes de façon récurrente sur l'apparition d'un ovni. Et les gendarmes ont même dit, parce que les gens leur ont dit, bon, bah voyez, on pensait que vous allez nous prendre pour des imbéciles et des stupides. Les gendarmes ont dit non, c'est nous, on va encore nous prendre pour des imbéciles, quoi. Vous voyez. Donc ils étaient habitués à en voir et ils avaient relaté ces phénomènes-là de façon assez fréquente, quoi. Et les gendarmes n'avaient pas l'air d'être plus étonnés que ça du phénomène ovni. Alors le Vatican a installé un énorme télescope qui s'appelle Lucifer. Donc, pour quelle raison? Pour observer les ovnis? Pour observer le ciel, à mon avis, pour observer certains mouvements, oui, je pense. Certains mouvements, peut-être certains mouvements des astres, ou en tout cas ce qui se passe autour. On a beaucoup de vidéos, d'éléments qui attestent que on a des mouvements d'ovnis dans la Voie lactée et dans l'espace direct et qui sont mesurés, suivis par certains gouvernements ou certaines instances affiliées à certains gouvernements. Je me rappelle l'histoire de la NASA, quand la NASA avait mis en place les premiers échanges avec la station Mir ou les premiers sorties dans l'espace. Ils filmaient ces sorties-là. Et donc ils mettaient à disposition les films qui étaient montrés quasiment en direct live sur les premiers passages audiovisuels, télévisuels aux États-Unis, dans l'ensemble des États des États-Unis. Et puis à force de voir tellement de phénomènes ovnis affiliés, donc c'est-à-dire qu'on voyait carrément des passages d'ovnis dans l'espace, alors qu'il y a normalement censé rien y avoir, sauf que là on voyait clairement des boules lumineuses, et puis c'était pas des projections de météorites, vous voyez. C'est-à-dire que les mouvements étaient pas simplement de haut en bas. La chose se déplaçait, s'arrêtait, revenait, repartait, faisait des virages.
repérage, des choses comme ça. Et ça a été arrêté. Ça a été complètement arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont du jour au lendemain, ils ont décidé de plus diffuser sous prétexte que ça coûtait trop d'argent. Voilà. Donc encore une fois, on retrouve un peu la même chose. Le phénomène OVNI dérange et en tout cas, il y a des gouvernements qui font en sorte qu'il ne soit pas connu du grand public. Aujourd'hui, on a Internet, on a des radios, nombreux médias en parlent. Est-ce que les gouvernements vont quand même bouger et parler? Parce que finalement, c'est ni oui ni non. Oui, ils se mouillent pas. Voilà. Pour l'instant, ils se mouillent pas. Mais un jour ou l'autre, il faudra qu'ils se mouillent de toute façon. Il faudra qu'ils se mouillent parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'organismes officiels qui se mettent en place, des associations qui sont très sérieuses, avec encore une fois des anciens militaires, des anciens pilotes de chasse, enfin, je veux dire, des gens qui connaissent l'aéronautique, qui savent très bien de quoi ils parlent et qui vont pas inventer des histoires et qui vont relater ces éléments-là. Ils commencent à parler et se structurer en groupe et diffuser ces informations de façon publique. Ouais. Donc, quand vous avez quand même affaire à 50 militaires de carrière qui vous expliquent ce qu'ils ont vu et qui vous disent, moi ce que j'ai vu c'était pas une lanterne thaïlandaise et c'était intelligent, c'était piloté de façon intelligente et ça faisait des choses qu'on ne peut pas expliquer, vous êtes quand même censé écouter ce que dit cette personne-là. Donc vous voyez Alain, au bout d'un moment forcément les gouvernements devront se positionner, ils n'auront pas le choix parce que ça va trop parler, ça va commencer à trop diffuser. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment le Premier ministre russe a fait des déclarations à la télé assez subjugantes sur les ovnis. Ouais, on pourra en parler là, 2 minutes. Ah oui, je peux en parler rapidement. Il a dit, en fait, c'était pendant une émission de télé qui était enregistrée, où il était filmé, mais il ne le savait pas complètement. Donc c'était pendant les coupures, les petits montages qui sont faits, tout ça, entre deux prises d'enregistrement, où la journaliste, parce qu'il parlait un petit peu de ce phénomène-là, disait, maintenant on est entre nous, vous pouvez nous dire que les ovnis existent, tout le monde le sait, que les extraterrestres sont présents, et il y a quelque chose dans l'espace, on n'est pas tout seul, quoi. Et il lui a dit clairement, et ça a été filmé, c'est pour ça que ça a été mis ensuite à diffusion sur l'internet et sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Il a dit, mais vous savez ce que explique le film Men in Black. Alors attention, c'est pas le film avec Tommy Lee Jones et le second acteur Smith qui défendent donc la Terre sur les envahisseurs. C'est pas ce film-là, c'est une sorte de documentaire reportage qui a été diffusé en Russie et qui explique des interactions avec les extraterrestres, certaines factions. On va en parler tout de suite des Men in Black. Et il disait, mais vous savez, c'est la vérité, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, bien sûr, le phénomène OVNI est une réalité et les extraterrestres existent, bien sûr. Mais il y a eu plein de déclarations comme ça qui sont passées à l'as. Il y a eu des déclarations d'Edgar Mitchell, qui est un des premiers astronautes à s'être rendu dans l'espace et avoir failli fouler le sol de la Lune, qui pendant une émission radio, je crois que c'était une émission radio anglaise, où il explique et il dit à la personne qu'il a en face de lui, un animateur radio, que les extraterrestres existent, que les gouvernements sont au courant, qu'ils le cachent, qu'ils diffusent l'information. Pour vous dire, l'animateur radio était tellement subjugué qu'il parlait plus à la fin. Parce que c'était pas une émission radio faite pour ça. Ils avaient Edgar Mitchell, c'était un grand privilège de l'avoir. Alors il parlait de l'espace, il parlait de la Lune, il parlait de différentes missions Apollo, et d'un coup il s'est mis à parler ça, vous voyez. En fait, je pense qu'il a dû chercher le bouton pour arrêter l'émission, il l'a pas trouvé. et donc ça a fait beaucoup de bruit, bien sûr. Et ça, c'est des trucs qui sont passés à l'as complètement. Alors derrière, après, encore une fois, c'est facile. Vous voulez salir quelqu'un, vous le salissez assez facilement, de façon publique. Nous, du côté de la NASA, on dit simplement qu'on couvre pas ces éléments-là, qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'il déraille complètement, etc. Et puis c'est terminé. Les gens, malheureusement, encore une fois, ne vont pas réfléchir plus loin que ça et se contentent de la déclaration publique et officielle. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Mais est-ce que quelque part, c'est pas une manière d'annoncer les choses tout doucement comme ça? Parce qu'après on dira, oui, mais on savait, mais on pouvait pas le dire pour telle ou telle raison, etc., etc. Vous avez raison, c'est une possibilité. Ça peut faire partie, entre guillemets, d'une stratégie de divulgation. Bien sûr, bien sûr, tout à fait, vous avez raison, Alain. C'est une forte possibilité. Pourquoi pas? En tout cas, de toute façon, il est clair qu'un jour ou l'autre, ça va se savoir, parce que de plus en plus, ça tape à la porte, de plus en plus de gens se posent des questions, et il y a quand même eu, à travers l'histoire de l'âge du monde, des événements complètement incroyables. On parlait des flottes, on parlait des bataillons, il y a eu des batailles, il y a eu des crashs, c'est très récurrent. Il y a vraiment des éléments très factuels qu'on peut retrouver facilement si encore une fois on s'y intéresse. C'est comme tout, il suffit de s'y intéresser un peu. Et puis encore une fois, ce qui est important, c'est de creuser le vernis et pas de rester du côté simplement extérieur où on a l'impression que c'est ça et c'est que ça. Non, il faut aller chercher, il faut creuser un peu le vernis, il faut décaper un peu, s'intéresser et puis on trouve des éléments et puis des livres qui ont été écrits par des personnes. Je parlais d'un chirurgien tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres, écrits par des personnes tout à fait honnêtes et intègres, qui sont à 100 milieux d'être des illuminés ou raconter n'importe quoi, et qui parlent du phénomène OVNI de façon parfaitement avérée et officielle, quoi. Enfin non officielle plutôt. Là, ça me fait penser aux produits bio. Il y a 4 ou 5 ans, c'était totalement impossible. Aujourd'hui, les supermarchés regorgent de produits bio. Bien sûr, les tendances changent en fonction
l'évolution des gens, les tendances changent. Vous faisiez l'analogie avec le bio, on peut faire l'analogie avec l'ostéopathie. Oui. L'ostéopathie, il y a quelques années, c'était complètement décrié. Tout le monde se moquait des ostéopathes. Aujourd'hui, ils font partie des grandes équipes de football, de rugby et compagnie. Il y a même les mutuelles qui remboursent l'ostéopathie, pour vous dire, vous voyez. Donc comme quoi les mentalités changent, et à force de réussir à les faire changer, parce qu'on en parle, parce qu'on montre surtout que ça existe, encore une fois, c'est ça, et ça va changer. Mais je pense que le problème du phénomène OVNI, c'est qu'il souffre de tant d'années où il a été décrié, il a été moqué ouvertement, officiellement. On a fait les petits martiens, vous savez, les petits bonhommes d'air, voilà. Les petits martiens, les petits bonhommes d'air, et puis voilà. Ça fait rigoler tout le monde. Et oui, ça a fait beaucoup de dégâts. C'est ce qui s'était passé pour Roswell. Il y a eu une déclaration qui a été faite juste après Roswell, où le porte-parole est venu et on fait venir un petit gris déguisé. Enfin, c'était une personne qui était avec et en disant voilà, le coupable il est là, et puis tout le monde rigole. Et puis ce même personnage-là, 15 ans après, il est retrouvé par une équipe télé qui lui parle et il dit vous savez, à l'époque j'avais pas le droit de dire, j'avais pas le droit de parler parce que sinon j'aurais plus de métier. Et bien sûr que j'ai menti, bien sûr que c'était pas vrai, qu'il y a vraiment eu un crash d'OVNI, etc. Vous voyez, donc c'est bien que le phénomène OVNI pose de grosses questions et encore une fois engendre tellement de choses derrière. Je pense que c'est pour ça que ça pose un gros problème. J'ai l'impression qu'il faut pas beaucoup que les gens se posent de questions. C'est peut-être aussi ça le gros problème. Ah oui, de toute façon, on s'en aperçoit en regardant le journal de 20h. Hein. C'est clair. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Frédéric d'Au-delà du Miroir, et nous parlons des ovnis et des Made in Black. Alors parlons de ces fameux Made in Black, qui sont-ils ? Alors les Made in Black, ça c'est une histoire assez incroyable. Les Made in Black sont censés être des... on va appeler ça des personnages. Pourquoi des personnages ? Parce que la majorité des témoins qui ont eu affaire à ces gens-là les décrivent comme des personnes qui ne sont pas humaines. C'est-à-dire qu'ils ne le ressentent pas comme si c'était une personne lambda qu'on croise dans la rue. Souvent, ils sont décrits avec des modes de fonctionnement très robotiques, avec une voix robotique aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir affaire à des personnes normales. Et les gens sont très bouleversés par ces fameux Men in Black. Alors ces fameux Men in Black, c'est quoi ? C'est souvent ce qui se passe, c'est quand les gens ont affaire à des phénomènes ovni avancés, où ils ont vu un phénomène ovni, ils en ont parlé, ils commencent à en parler publiquement, ils passent à la radio, ils expliquent ce qu'ils ont vu, ils disent qu'est-ce qu'il y a, ils parlent des gouvernements, des choses comme ça, un petit peu comme on est en train de faire. Alors au cas où j'ai un Men in Black qui vient à la maison, je vous en ferai part. Hein. Oui, tout à fait. J'hésiterai pas. Et donc, ils ont, malheureusement, on en rigole, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en rigoler parce que les gens qui ont eu affaire à ça, c'est quand même assez inquiétant ce qui s'est passé par la suite. Hein. Et donc, ont eu affaire à ces gens-là, c'est souvent aux États-Unis que ça se passe. Hein. Et donc, des personnes arrivent, le surlendemain, ou quelques jours plus tard, ils arrivent, ils frappent à la porte, et ils arrivent habillés complètement de noir, avec des costards taillés un petit peu à l'ancienne époque, comme dans les années 70 ou même dans les années 50. On dirait les frères Jacques, un peu. Oui, voilà, ou un petit peu comme les frères Dupont et Dupont. Oui, tout à fait. Un peu pareil. Oui. Donc habillés à l'ancienne comme ça, tout en noir, mais vraiment de l'ancienne époque, un petit peu décalé. Ils roulent même dans des voitures qui sont complètement décalées. On retrouve des vieilles Cadillac noires de l'époque des années. C'est complètement passé par rapport à aujourd'hui. Et ces gens-là se présentent en disant bonjour. Ils sont tout le temps par deux généralement. Ils se ressemblent beaucoup, ils sont souvent par deux. Souvent même certains disent que c'est des clones tellement ils se ressemblent. On leur dit bonjour. Donc vous avez eu affaire à un phénomène ovni. Écoutez, maintenant c'est fini, vous en parlez plus. Vous vous taisez, vous arrêtez d'en parler parce que vous allez avoir des problèmes. Ça va aller plus loin et puis on va vous faire comprendre qu'il faut pas en parler. Donc certains se sont arrêtés là. Ça leur a suffi, ça leur a fait peur, ils en ont plus parlé. Puis d'autres se sont pas arrêtés là et ont continué à dire ce qu'ils avaient à dire dessus. Et malheureusement par la suite ils ont rencontré des problèmes. Ils ont eu des pépins. Des pépins qui ont pu aller jusqu'à, comme des accidents de voiture ou des problèmes de frein qui tiennent plus, des choses comme ça. Ça va très très loin. Comment peut-on expliquer justement qui sont ces personnages ? Est-ce que ce sont des personnages en chair et en os ? Est-ce qu'on les a touchés ? Qui sont-ils ces gens-là ? C'est très difficile à donner une réponse parce que il y a eu des enquêtes comme ça qui ont été faites. Il me semble, je crois que c'était aux États-Unis où une des personnes qui a eu affaire à des Men in Black qui étaient affiliés à la police locale, je crois que c'était un ancien shérif ou une chose comme ça. Ouais.
avait relevé la plaque d'immatriculation et s'était renseigné. Et en fait, la plaque d'immatriculation était tombée au niveau des services secrets des États-Unis et ça s'était arrêté là, quoi. La personne avec qui s'était renseigné, elle lui avait fait comprendre qu'il fallait pas qu'il aille chercher plus loin que ça et qu'il ne s'intéresse pas trop à cette immatriculation-là, ou en tout cas ce qui tourne autour. Donc, apparemment, il y aurait quand même un lien avec le gouvernement. Est-ce que ce seraient des extraterrestres qui travailleraient pour le gouvernement? Est-ce que ce serait des services secrets? Enfin, beaucoup de supputations là-dessus, pas beaucoup de détails techniques avancés, mais en tout cas, on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu affaire à ces Men in Black-là et qui interviennent pour faire un petit peu le ménage et pour faire en sorte qu'on ne parle pas trop de ce qui tourne autour du phénomène OVNI, quoi. Ou des personnes en chair et en os, bien humaines, déguisées et puis envoyées par les gouvernements? Ça serait une possibilité, mais en tout cas, les gens, vraiment, ça les marque. Hein. Quand ils ont affaire à des Men in Black, ils disent « j'ai jamais vu des personnes comme ça ». Quoi. On dirait qu'ils sont vides de tout, qu'ils n'ont pas d'expression, qu'ils ressentent pas de choses, et ils ont des voix très bizarres. Quoi. Et puis des fois, certains Men in Black apparaissent de nulle part, et la seconde d'après, ils sont plus là. Donc il y a quand même des choses très bizarres qui tournent autour de ces personnages-là. C'est pour ça que je disais personnages, et je disais pas forcément des humains en tant que tel. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des cas en Europe, en France? Il y a eu quelques cas qui ont été rapportés, mais c'est très léger. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Bon, ça va, hein, on n'a pas de souci à se faire. Bah écoutez, pour l'instant, nous, ça va. Moi, j'ai jamais eu affaire à ça. Hein. Mais il y a eu des cas quand même qui ont été rapportés, hein, bien sûr. Donc, bon, il y a quand même quelque chose, encore une fois, qui tourne derrière cette omerta-là. Et ça pose problème. Le phénomène OVNI pose problème, quoi. Il faut pas trop en parler, quoi, oui. Donc, ça change aujourd'hui, heureusement. Mais il y a quelques années, c'était même dangereux de parler des OVNI, vous voyez. Frédéric, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter par rapport à l'émission? Quelque chose qu'on aurait omis et d'évoquer, de parler? Oui, je vais parler juste de 2-3 éléments qui me semblent très intéressants sur les OVNIs, si les gens veulent s'y intéresser, pour véritablement regarder la pertinence du phénomène. Moi, je rejoins la théorie de ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes qui seraient venus sur la planète. Alors, c'est des extraterrestres qui seraient venus et qui auraient eu des contacts avec les humains à diverses reprises, à différents moments dans l'humanité. On a affaire à des anciens textes de l'Inde et on retrouve ce qu'on appelle les Vimanas, où ça, on a des choses qui sont complètement incroyables. C'est des textes en sanskrit qui expliquent les détails techniques ce qu'on appelle aujourd'hui, des soucoupes volantes, vous voyez. On a des éléments techniques sur comment ça fonctionnait, comment ils se déplaçaient, comment ils étaient utilisés, ça va très très loin, quoi. Et ça, c'est très intéressant à regarder de près, quoi. En sanskrit, par exemple, le terme Vimana signifie le char des dieux, vous voyez. On avait fait une émission sur les Sumériens. Oui. Moi, personnellement, je pense que les anciens dieux étaient simplement des extraterrestres qui se faisaient passer pour des dieux. Et en tout cas, ils avaient des contacts fréquents avec les êtres humains. Donc on retrouve tous ces éléments-là dans l'histoire. Si on creuse un petit peu dans les tablettes sumériennes, on se rend compte que des civilisations qui étaient censées quasiment pas connaître la roue avaient des connaissances astronomiques complètement incroyables, rapportent des éléments qui sont propres à des phénomènes d'OVNI qu'on rapporte aujourd'hui. Ça s'était suivi à travers le temps et les âges. Le phénomène OVNI c'est quelque chose qui a toujours été rapporté dans notre histoire, toujours. Mais encore une fois, soit parce qu'on l'a pas compris, soit parce qu'il fallait pas en parler, on l'a décrit un petit peu, on l'a mis de côté et on l'a pas fait apparaître, quoi. Voilà. Alors, on va rappeler l'adresse de votre site internet, Au-delà du miroir. Oui, bien sûr. Donc, c'est http://au-delà-du-miroir.forumactif.org. Plus facilement, vous tapez sur Google Au-delà du miroir et le premier lien qui vous apparaît, vous cliquez dessus et vous tombez sur le forum. Voilà. Frédéric, merci d'avoir participé à cette émission. À très bientôt pour un nouveau dossier. Eh ben, avec grand plaisir, Alain, comme à chaque fois, avec pareil pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Et effectivement, pour pouvoir soulever une autre clé du mystère un petit peu et essayer de creuser un petit peu tous les domaines qui tournent autour de ça. Est-ce qu'on traite fréquemment sur le forum? Est-ce que vous traitez aussi à travers votre émission? À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Fréquence Évasion.